Voilà, il est 18h05. On a un nombre de présences suffisant. Donc, je vais tout de suite commencer donc la présentation. Donc, enchanté à tous. Je suis Laurent Lebart. Je suis donc spécialiste en matière d'investissement immobilier pour WeLink Real Estate. Et nous allons aujourd'hui aborder, entre autres, le thème de l'investissement immobilier, bien sûr, avec quelques points d'attention particuliers par rapport à la fiscalité et l'évolution de cette fiscalité, ainsi que l'intérêt d'investir en privé ou en société particulièrement. Nous allons vous présenter donc différents thèmes, différents sujets, et à la fin de la présentation, nous aurons quelques exemples concrets d'investissement pour lesquels nous aidons donc nos clients à réaliser cette mise dans le marché immobilier. Vous pouvez, comme je l'ai déjà répété, poser vos questions sur le chat privé et je répondrai à l'Assemblée en citant la question à la fin de cette présentation, que tout le monde puisse l'entendre, voire puisse réagir. Mais pour l'instant, ce sera donc une présentation que je vais donner jusqu'au bout sans interruption. Et ensuite, vous pouvez passer donc aux questions. Voilà. Donc, nous allons lancer le slideshow. Toute première chose qui est WeLink. Donc aujourd'hui, nous nous présentons à vous comme un courtier en solutions financières. Nous sommes 450 collaborateurs. Nous avons près de 100 000 clients sur tout le pays répartis. Nous avons 17 bureaux et 2 sièges sociaux, Louvain-la-Neuve et Gand, pour la partie néerlandophone. Nous sommes fiers aujourd'hui d'être le premier réseau de courtage en Belgique pour le particulier, donc à travers toute une série de panels d'offres financières qui vont de l'assurance auto au plan de pension complémentaire de l'indépendant ou du particulier, ainsi qu'à des solutions de financement, des solutions d'investissement immobilier et des solutions de placement sur les marchés boursiers. Nous sommes actifs dans tous ces domaines. Si l'un ou l'autre domaine vous intéresse, n'hésitez pas à aussi nous contacter à la suite de ce webinaire. Nous vous ferons un plaisir de prévoir un rendez-vous pour traiter de ces sujets. Donc le programme de ce soir, c'est de repasser dans la situation actuelle des marchés, vérifier si le marché immobilier est toujours porteur en termes de plus-value, réexpliquer peut-être pour certains d'entre vous les aspects emprunt, levier financier et intérêts liés à la fiscalité. On va faire un petit point aussi sur les évolutions récentes, que ce soit au niveau des plans ministériels de peut-être modifier cette fiscalité ou des évolutions d'inflation ou de plus-value sur les marchés. Ensuite, on va aborder le sujet de ce soir, à savoir, est-ce qu'il faut investir en privé ou en société et quels sont les cas qui vont être identifiés comme plutôt intéressants dans un cas ou dans l'autre. Donc ça, ce sera la grosse discussion de ce soir. Ensuite, on va vous rappeler, nous, au sein de WeLink Real Estate, quel type de biens nous allons conseiller et nous allons proposer à nos clients. Et ensuite, un cas concret avec un plan financier et une rentabilité affichée sur des projets existants et sur des solutions bancaires qui sont toujours abordables aujourd'hui, faut-il le rappeler. Nous allons aussi vous rappeler comment concrétiser, c'est-à-dire comment est-ce que nous apportons une plus-value à votre recherche en investissement immobilier, comment est-ce que nous pouvons nous épauler en fonction de vos objectifs. Et donc, comme je l'ai annoncé en début de présentation, nous allons ensuite passer à la question et réponse. Et donc, vous allez pouvoir poser vos questions sur le chat et j'y répondrai en fin de présentation. Voilà, allons-y. Alors, petit rappel, évidemment, on a un peu de recul maintenant pour parler de l'impact du Covid. Il a été annoncé négatif au tout début du confinement. Au final, on se rend compte que ça a été plutôt l'inverse et que les marchés immobiliers, à tous les niveaux, ont été porteurs. Donc ça, c'est ce qu'il faut vraiment se rappeler ici comme base au niveau de ce marché immobilier. On vient de sortir d'une période, on va dire, au niveau économique qui était compliquée, 2010-2020, on va pas dire que c'était une période de boom économique. On a eu cette surprise ici de la crise sanitaire. On avait des prévisions qui étaient fort négatives par rapport au marché immobilier et c'est tout l'inverse qui s'est passé.
Alors certes, au niveau des visites et au niveau du travail des agents immobiliers, ça a été un peu plus compliqué pendant les périodes de confinement, mais finalement le marché s'est adapté et les investisseurs se sont retournés sur cette valeur qui reste refuge pour la plupart des Belges aujourd'hui, d'autant plus que, on va y revenir tout de suite, aujourd'hui la menace qui pèse sur nos économies, c'est la hausse de l'inflation et une certaine incertitude fiscale. On le voit ici tout dernièrement, puisque c'est un article que j'ai tiré ce matin de l'Immovelan, qui annonce une activité récente au niveau immobilier assez importante. Il parle du Brabant wallon comme d'une région qui reste attractive, mais qui, comparativement à d'autres régions wallonnes comme Liège, le Luxembourg, est finalement en dessous des valeurs moyennes de croissance. Donc ça, c'est vraiment un article que j'ai pensé intéressant ici pour partager avec vous, parce que je considère que les affaires à faire ne sont pas toujours dans le giron direct de son habitation. Voilà, investir sur Bruxelles, investir dans les belles communes du Brabant wallon, c'est une réflexion qui avait peut-être du sens il y a 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, je pense qu'il faut ouvrir un peu son esprit, il faut revoir sa position et surtout comparer des qualités de finition, comparer des taux de croissance, comparer des pools locatifs, comme on y reviendra, donc c'est-à-dire une capacité à avoir un taux de remplissage important, avec toujours un rapport entre le loyer et la valeur d'acquisition qui est intéressant. Ce que l'on peut ici lister, c'est que dernièrement, en tout cas, on a des hausses moyennes de la part des prix des appartements sur le Hainaut de près de 7%, des hausses de 5% à Liège et de plus de 5% et demi au Luxembourg, avec une région namuroise qui se stagne un peu à 3,2, c'est toujours pas mal, mais il ne faut pas oublier que c'est une région qui déjà en termes de prix par rapport à la moyenne wallonne est déjà assez élevée. Et donc c'est un peu le même raisonnement qui revient sur la région du Brabant wallon, puisque aujourd'hui on sait qu'un peu partout dans cette région-là, les prix deviennent assez importants, notamment en matière d'appartements. Je parle d'appartements, on y reviendra tout à l'heure, parce que c'est l'actif immobilier d'investissement par excellence. Voilà d'autres statistiques également sur les dernières années. Donc ça prouve, je dirais, l'assise, en tout cas l'effet positif qu'a eu cette sortie de Covid sur les effets d'investissement. On retrouve une hausse de prix sur les maisons ou appartements qui, en tout cas, avoisine les 10% sur les 3 dernières années. Donc on voit réellement qu'il y a eu un attrait, un intérêt pour l'investissement immobilier. Ce n'est pas dû simplement au marché lui-même, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi dû à une politique de taux bas et par contre, petit à petit, à une question d'opportunité pour bloquer les taux à long terme, à 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour pouvoir aujourd'hui investir de manière sécurisée. On a aussi derrière nous une période de volatilité en bourse, même si certains portefeuilles se sont très bien comportés, ça il ne faut pas revenir dessus. Ceux qui sont investis le reconnaîtront en fonction de leur gestionnaire et la qualité, je dirais, de positionnement. Mais voilà, l'immobilier offre cette opportunité de concrétiser, en tout cas de sécuriser une partie de vos avoirs et en même temps d'apporter une sécurité et une croissance qui est liée à l'inflation. Maintenant, en plus détaillé, vous allez voir ici le comportement des prix des appartements sur les 3 régions, donc Flandre, Wallonie et Bruxelles, sur les 10 dernières années. Donc je pars de 2011. Quelque part ici, mes chiffres totaux sont un peu tronqués parce que si on avait pris 2010 en plus, on remarque en tout cas qu'il y a eu il y a 10 ans, il y a eu une hausse assez importante entre 2010 et 2011 déjà. Donc ici, ce ne sont pas les taux de croissance, je dirais, les plus positifs que l'on peut afficher, mais ils donnent déjà réellement une idée et un aspect rassurant à votre investissement immobilier, puisque vous voyez qu'en moyenne, donc sur les différentes régions, on dépasse quand même les 3%, avec un taux de 4% est dépassé à Bruxelles et proche de 4% en région flamande. La région wallonne est un peu en deçà, avec 0,7 pardon. Mais ça s'explique évidemment par une répartition de l'immobilier qui est beaucoup plus
hétérogène. Donc on va trouver un marché immobilier plus concentré en Flandre et plus concentré sur la région de Bruxelles. Par contre, en Wallonie, on va avoir vraiment des espaces, c'est dû aussi tout simplement à l'espace de la région. Donc on aura des régions plus concentrées avec des villes et des attraits économiques qui se développent, et des régions plus campagnardes où là l'immobilier reste un peu plus stable, et ce qui évidemment grève un petit peu la moyenne. Par contre, on l'a vu dans l'article que j'ai présenté tout à l'heure, on peut s'attendre par contre à des croissances réelles au-delà de 5% dans certaines régions wallonnes. Donc par exemple, je reviens sur le Luxembourg qui était à 5,6 de croissance. Et ça, c'est très important parce que ça prouve aussi que les moyennes en marché immobilier ne veulent, au-delà de ce qu'elles apportent, pas présenter une vérité totale, puisqu'il faut se concentrer en immobilier. On dit souvent que le plus important, c'est la localisation, la localisation, la localisation. Donc, il faut pouvoir comparer des régions précises et des types de biens précis aussi. N'oubliez pas que derrière un prix moyen, vous ne voyez jamais la qualité finale du bien, ni son risque à plus long terme. Alors, je continue sur les aspects du marché actuel et des plus-values. Bon, j'imagine qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant. On a été un peu surpris à partir d'août de l'année passée, mais c'est vrai que l'inflation est remontée en flèche ces derniers mois. On atteint aujourd'hui un taux de 7,59, donc ce qui n'est plus vu depuis au-delà de 2008, je pense. Donc c'est très très important. Maintenant, on va relativiser puisque c'est dû, cette hausse récente de l'inflation, à une part importante du coût des énergies. Vous êtes aussi tous au courant, je pense, au travers des récents reportages des différents médias, que le coût des énergies compte pour 60 ou 65% dans la hausse de cette inflation directe. Donc il faut certainement pas s'affoler. C'est une situation qu'on peut voir exceptionnelle aussi suite à la peut-être fin de la crise sanitaire. On peut espérer en tout cas que ça se résolve une fois pour toutes. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier que les économies ont été très fortement touchées par cette crise sanitaire pendant 1 an et demi, voire 2 ans, avec des confinements stricts, avec des règles quand même limitative pour une bonne série de secteurs. Donc aujourd'hui, on peut voir un effet de rattrapage, malheureusement négatif pour le portefeuille, mais on peut voir un effet de rattrapage à travers cette hausse soudaine de l'inflation. Le contexte, il est lié aussi au taux directeur, on va dire, dans les banques. Si aujourd'hui, vous avez des sommes placées en compte d'épargne ou en compte d'intérêt, vous savez que ça ne rapporte plus rien, maximum 0,11. Bon, face à une inflation de 7,5%, évidemment, le calcul est vite fait. Vous perdez aujourd'hui beaucoup d'argent à laisser l'argent dormir. Donc, c'est une opportunité, c'est encore, en tout cas, un momentum aujourd'hui qu'il faut pouvoir saisir, parce que c'est important de pouvoir faire des choix et de passer à l'action quand on subit comme ceci des situations économiques qui sont défavorables. Les taux bancaires, eux, n'ont pas encore réagi. Ça va commencer, enfin ça commence petit à petit. Les banques qui changent leur taux toutes les semaines aujourd'hui commencent à pratiquer de petites hausses qui ne sont pas trop importantes, je dirais, par rapport à un effet d'investissement. Mais on peut quand même se poser légitimement la question de l'avenir de cette hausse de taux d'intérêt. Aujourd'hui, en tout cas, en fonction des formules, en fonction du type de crédit, on va pouvoir toujours jouer entre un taux d'1,50 et de 2,50 en fonction, comme je vous disais, des formules de remboursement. Donc ça, on va y venir après pour revoir un petit peu ces formules de remboursement plus précisément. Mais aujourd'hui, donc, concrètement, ces taux sont toujours praticables. Et finalement, fixer un taux à 15 ou 20 ans à 2% ou à 2,25 ou à 2,50, même si ça peut paraître cher par rapport à votre crédit habitation classique, n'oubliez pas qu'ici, on va parler d'investissement. Eh bien, si vous fixez ce taux-là sur une longue durée, alors que aujourd'hui on voit que l'inflation repart très fort en hausse, ça peut néanmoins vous apporter un bénéfice financier. Alors, cette hausse de l'inflation, il faut un petit peu la relativiser, comme je vous disais, puisque finalement, la hausse de l'inflation réelle en dehors du coût des énergies, ce qui vous est présenté ici, donc l'inflation sous-jacente, elle atteint 3%. Alors oui, c'est plus que les dernières années, bien sûr, mais par rapport à d'autres types d'actifs, comme ces actifs immobiliers, ça relativise quand même un tout petit peu
Donc cette hausse impressionnante ici des derniers mois. Alors, j'ai pas de boule de cristal, personne ne l'a aujourd'hui. Est-ce que cette inflation va retomber? On peut espérer que oui, hein, quand même. On va pas rester, en tout cas les banques centrales ne vont pas rester avec un taux d'inflation parti à la hausse de 7,5%. Maintenant, il faut pas oublier une chose, c'est que relever les taux directeurs aussi, ce sera fort négatif pour les États qui se sont endettés pour couvrir le coût de la crise sanitaire. Donc aujourd'hui, on a un temps un peu de voir les réactions et on attend un peu de voir aussi comment le marché se comporte par rapport à cette hausse du coût des énergies qui a un impact vraiment prépondérant sur cette hausse de l'inflation. Alors par rapport à toutes ces informations, moi je reviens toujours sur une étude qui sort de la banque de Grove Petercam qui a été faite sur les 40 dernières années en Belgique, donc entre 1970 et 2016. Alors oui, ce n'est pas adapté aux toutes dernières années, mais néanmoins, la conclusion, elle est importante, puisqu'on entend souvent que peut-être en Belgique, les plus-values ont déjà été prises et qu'il n'y a plus de plus-value à prendre. Bon voilà, si on se réfère à cette analyse, cette étude, on peut se dire que voilà, sur 40 années, le taux de croissance inflation déduite a quand même été de 2,2% de manière stable. Que surtout, en aucun cas, même lors de crises financières importantes comme en 2009 ou comme en 2011, en aucun moment le marché immobilier résidentiel en Belgique n'a subi de décrochage, donc n'a subi de pertes par rapport au prix moyen. Faut quand même pas aller très loin en France ou en Espagne pour voir que des marchés ont perdu 10-15% à certains endroits au niveau de leur valorisation. Donc c'est plutôt positif pour celui qui veut aujourd'hui se positionner. On reste dans un marché qui croît, mais qui croît de manière stable, qui ne promet pas des rendements en termes de plus-value de 10-15% brut sur l'évolution du prix d'un bien sur quelques années. Et ça, c'est dû aussi, on va le voir tout de suite, à nos frais d'entrée ou nos frais de sortie au niveau de l'achat immobilier. Mais néanmoins, ça reste un marché donc qui croît de manière stable et sécurisée. C'est aussi ça que l'on peut rechercher aujourd'hui quand on cherche un investissement immobilier. Donc, c'est-à-dire qu'on peut surtout se positionner sur quelque chose qui est plus rassurant que un placement boursier qui peut vite décrocher de 20 ou 30%. Voici dans un second slide le résultat finalement graphique de cette analyse et de cette étude, donc portée ici sur une période un peu plus courte. Néanmoins, cette période plus courte nous permet de voir des fluctuations assez importantes dans les marchés limitrophes, donc les Pays-Bas, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni. Donc on voit que la courbe ici en vert foncé, la courbe de la Belgique, elle reste assez stable et surtout ne subit pas d'effet de vague comme on peut le voir sur des placements boursiers. Alors une dernière chose, dernière inquiétude peut-être aujourd'hui à prendre en considération, c'est cette fameuse hausse de l'index des obligations linéaires, donc le taux HOLO à 10 ans, qui détermine en soi l'évolution des taux que vont vous pratiquer les banques. Alors si on remarque ici, depuis un mois ou deux, voire fin d'année 2020, une hausse de ce taux HOLO, si on remet ça en configuration par rapport aux années remontant à 2012-2013, on voit qu'on reste quand même dans un trend et dans une situation où même si on a des petites fluctuations, on reste sur un trend qui est un indice plancher. Ce qui veut dire aujourd'hui, si on le lie à d'autres réalités, hein, comme la hausse du prix des énergies et la couverture des coûts de la pandémie, on peut réellement faire le lien avec une forme de sécurité. C'est impossible qu'aujourd'hui, les taux remontent de manière très importante, c'est-à-dire de 1%, 1,5% du jour au lendemain. Néanmoins, c'est vrai que ces derniers mois, ou fin d'année passée aussi, on voit que ça correspond à un taux plancher également, qu'on a pu atteindre des taux qui étaient assez exceptionnels et historiques au niveau des crédits hypothécaires. Donc, je dirais que la réalité, ce n'est pas de prendre peur aujourd'hui par rapport à cette hausse des taux qui ne serait normalement pas vraiment impactante pour décider si on fait un investissement immobilier ou pas. N'oubliez pas non plus que certains biens immobiliers, de préférence les plus neufs, sont souvent
en termes de prix liés à cette hausse d'inflation aussi. Donc il y a les matériaux qui sont indexés. On l'a vu aussi ici en sortie de Covid que les matériaux jouent une part prépondérante dans le prix final d'un bien immobilier. Donc on a vu quand même qu'il y a plusieurs choses qui se recoupent entre la valeur d'un bien immobilier et l'inflation, ou en tout cas les coûts de marché. Donc, quelque part, on est sécurisé aussi en prenant une décision d'investissement dans ce type d'actif. Voilà, maintenant je vais passer plutôt de manière technique à l'association d'un emprunt, de la fiscalité et de l'effet de levier qu'on peut réaliser donc dans un investissement immobilier. Ça reste évidemment une part importante de la rentabilité de cet investissement et il ne faut pas la négliger. Alors, associer un emprunt hypothécaire et la fiscalité. Du point de vue bancaire aujourd'hui, il y a certaines choses qu'il faut prendre en considération. Vous avez un emprunt à plus de 100% de quotité, donc c'est-à-dire plus de 100% de la valeur du bien que vous mettez en garantie, qui aujourd'hui est impossible. Donc ça limite la possibilité d'accès de la plupart des épargnants ou des gens qui veulent tout simplement se loger. Donc ça, c'est une réalité qui va continuer encore pendant longtemps, puisque ce type de crédit au-dessus du prix d'achat devient impossible à trouver au niveau d'une banque. Ils ne peuvent tout simplement plus l'octroyer. Donc ça va créer un effet direct au niveau du besoin locatif, puisqu'il y a toute une série de gens qui auraient pu acheter il y a 5 ans, qui ne peuvent plus le faire aujourd'hui dans les mêmes conditions. Donc ça, c'est important du point de vue de l'investisseur. Quelque part, le bonheur des uns fait le malheur des autres, ou inversement, puisqu'ici, on va se retrouver avec toute une série de personnes qui vont être obligées tout simplement de louer un peu plus longtemps, le temps de constituer leur capital de départ pour pouvoir acheter un premier bien. Pour un investissement immobilier, donc pour l'investisseur par contre, lui, il va pouvoir emprunter seulement 80% de la valeur du bien donné par la banque. Alors, ceci peut être un désavantage au niveau d'un bien classique, puisque si vous avez 12,5% pratiqué sur le prix d'achat, si vous prenez un bien type à 300 000 euros, vous êtes vite à 45-50 000 euros de frais à sortir, et la banque ne va pas vous valoriser votre bien plus que le prix d'achat, même si votre expertise, qui va devenir d'ailleurs obligatoire dans ce cadre de dossier-là, cette expertise donne plus que le prix d'achat. Donc vous serez toujours ramené à la valeur inférieure, c'est-à-dire à la valeur d'achat pratiquée dans votre compromis. Ce qui aujourd'hui, par rapport à un investisseur qui veut acheter de l'existant, va causer un problème, puisqu'en fait il doit automatiquement mettre ses frais, donc ici sur 300 000 euros, environ 45-50 000 euros, plus encore 20% de la valeur, donc 60 000 euros. On se rapproche très vite sur un bien de ce type-là, à une mise de fonds propre. Si vous n'avez pas de possibilité vis-à-vis de votre banquier de mettre un autre bien en garantie, donc une obligation de mise de fonds qui va se rapprocher de 100 000 euros ou 110 000 euros pour un bien de 300 000, donc un tiers de la valeur totale de l'achat. Alors, comme je le dis aussi, il y a moyen de mettre du cash, bien sûr, mais il y a moyen d'apporter des biens en garantie. Donc ça, ce n'est pas disponible dans tous les organismes bancaires. Il faut pouvoir présenter le dossier dans le bon organisme. Mais c'est vrai qu'on peut prendre, encore à l'heure actuelle, une garantie sur un bien supplémentaire pour pouvoir faire cet effet de levier au niveau de l'investissement. Mais là, voilà, généralement, ça passera par des organismes qui sont, on va dire, habitué ou spécialisé dans le traitement de biens d'investissement. Votre banquier habituel du coin de la rue qui vous a permis d'acheter votre première habitation, généralement, il va se limiter à vous demander la mise de fonds propres que je viens de citer dans l'autre cas, c'est-à-dire une mise de fonds propres qui revient à un tiers total du prix d'acquisition hors frais. Alors maintenant, quel est l'avantage aussi de faire une certaine forme de crédit? On va y venir pour le crédit purement investisseur, mais en tout cas, il faut rappeler que un bien qui est mis en location privée ou qui est une seconde résidence, alors on croit souvent en Belgique qu'on n'est pas taxé sur ces loyers de location, ce n'est pas vrai. On est taxé, certes faiblement, mais on est taxé quand même. On est taxé sur une base forfaitaire qui trouve sa source dans le revenu cadastral. Donc, à ne pas confondre avec le précompte immobilier, qui est réellement une taxe sur la propriété immobilière. Donc, on va avoir en plus de son précompte immobilier, une taxation supplémentaire basée sur les revenus de ce patrimoine immobilier qui est généré.
On va donc avoir une taxation qui va se calculer comme suit. C'est le revenu cadastral, donc la base de calcul, fois un coefficient d'indexation, fois 1,4. Donc en 2021, je vous expliquerai tout de suite après pourquoi 2021, mais on a par exemple un revenu cadastral de 1 000 euros sur un bien, vous aurez une base taxable de 2 600 euros imposable qui va se rajouter à vos revenus globaux. Donc ça, c'est important parce que cette base forfaitaire, elle va se rajouter à vos revenus totaux et elle va être taxée du coup au taux le plus important de taxation que vous subissez actuellement. Donc si vous avez des revenus professionnels, on va dire corrects, eh bien vous êtes vite taxable du coup à 50-54% si on rajoute les additionnels communaux sur cette partie donc de base imposable de vos revenus immobiliers. Donc ça, c'est un fait. Et comme je vous dis, c'est un supplément de taxation par rapport au précompte immobilier. Je vous ai dit 2021, pourquoi? Parce que aujourd'hui, apparemment, le coefficient d'indexation pour 2022 n'est pas encore confirmé. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Généralement, il est déterminé en fin d'année précédente, aux alentours de fin décembre, par un arrêté royal, ce qui n'est pas encore ici apparemment tout à fait confirmé, puisque l'inflation étant remontée de manière assez importante sur les derniers mois, peut-être qu'ils sont encore en train de réfléchir à l'adaptation vers le haut, évidemment, de ce coefficient d'indexation. Toujours est-il que celui qui est annoncé aujourd'hui et donc qui est officieux, pas officiel, il nous donnerait pour 1 000 euros de revenu cadastral une base imposable de 2 675 euros. Enfin, on arrive sur une technique de crédit réellement destinée donc aux investissements qu'on a appelé le crédit bullet ou le crédit à terme fixe. Donc c'est un crédit où vous ne remboursez pas mensuellement le capital et vous le laissez pour plus tard. On va y revenir dans un schéma tout de suite. Mais ce crédit a l'avantage de pouvoir en fait générer dans votre mensualité uniquement des intérêts. Et ces intérêts, il se trouve qu'ils sont déductibles de votre base taxable de vos biens immobiliers de rapport. Donc si vous avez une seconde résidence, une deuxième seconde résidence et un ou deux biens de rapport, eh bien vous pouvez faire cette formule de crédit bullet et tout ce que vous allez payer par mois en intérêt sera théoriquement déductible de votre base taxable totale. Donc là, le jeu, c'est de pouvoir éviter que cette base imposable arrive finalement dans vos revenus et qu'elle soit soumise au taux de taxation progressif par tranche, qui sera le plus souvent donc de 50% plus additionnels communaux. Voici le petit schéma. Donc il faut garder une chose en tête, c'est qu'un crédit de type bullet, c'est un crédit hypothécaire. Attention, donc c'est soumis à la même loi qu'un crédit classique, que vous connaissez peut-être tous déjà, où on rembourse tous les mois donc du capital et des intérêts. On a des indemnités de remboursement si on rembourse à l'avance, à la différence qu'ici, de base, le plan de remboursement, il se fait à l'échéance. Donc, entre-temps, vous ne payez que des intérêts pendant toute la durée du crédit, et à l'échéance, vous devez rembourser. Voilà, ça c'est vraiment l'attrait, le principe du crédit bullet. Alors, j'ai pris ici un exemple de 15 ans, parce que souvent les crédits bullet se font sur une période fixée de 15 ans, mais néanmoins, la garantie hypothécaire, elle est prise pour 30 ans, et ça c'est incompressible, c'est la loi. Donc vous devez garder en tête aussi que à la 15e année, si vous ne souhaitez pas revendre le bien pour racheter, pour rembourser votre crédit, ou si vous n'avez pas d'autres capitaux planifiés, ou un héritage, ou que sais-je, vous pouvez toujours, c'est un droit, renégocier avec la banque le délai de remboursement et repartir pour une nouvelle durée de 15 ans, sans repasser chez le notaire, puisque l'hypothèque a déjà été prise au niveau du banquier. Donc ça, c'est très important, puisque aujourd'hui, souvent, j'ai un retour de clients qui prennent peur par rapport à ce délai et un peu cette échéance de remboursement. Donc il ne faut pas trop s'en inquiéter. On peut toujours revoir, renégocier, refinancer ce crédit entre-temps. Mais non, mon point principal par rapport à cette technique de crédit, c'est qu'elle permet de ne payer évidemment que des intérêts tous les mois et donc facilement de planifier des revenus complémentaires au niveau de votre investissement immobilier. Vous aurez des loyers qui seront d'office supérieurs aux intérêts que vous allez payer actuellement. En tout cas, c'est le cas avec les taux qui sont pratiqués aujourd'hui. Et donc, vous allez, en plus de votre opération immobilière qui sera génératrice de plus-value, vous allez pouvoir développer un réel revenu complémentaire à travers votre investissement. Alors ici, il y a un autre effet qui va jouer, et c'est pour ça que j'ai fait ce petit schéma, c'est pour vous montrer réellement que
en faisant ce type de crédit-là, vous êtes un petit peu à l'inverse de celui qui laisse 100 000 euros traîner sur son compte épargne. Parce qu'en réalité, la banque, elle vous a prêté, si elle vous a prêté 100 000 aujourd'hui, les 100 000 euros que vous rembourserez dans 15 ans, ce seront 100 000 euros qui auront dévalué. Parce que eux auront subi l'inflation dans l'autre sens. Donc, il y a un intérêt également financier général à faire cette opération en dehors de l'intérêt économique direct, d'avoir une différence entre les intérêts et les loyers que vous allez toucher. Donc cette formule de crédit bullet, aujourd'hui, elle est beaucoup mise en avant parce que les taux sont très intéressants et elle permet de réaliser réellement un levier à plusieurs niveaux. Un levier au niveau du revenu direct de votre investissement immobilier, un levier au niveau de la plus-value et un levier supplémentaire simplement au niveau financier puisque vous allez avoir l'inflation qui va jouer pour une fois de votre côté. Donc c'est une belle opportunité pour sortir les capitaux qui sont dormants sur vos comptes épargne ou sur des placements qui sont peut-être trop risqués ou trop fluctuants. Maintenant, un petit point pour terminer sur la fiscalité immobilière. Vous avez sans doute tous entendu dans la presse les remarques du ministre des Finances par rapport à l'adaptation de toute une série de choses. Alors, il faut rester vraiment prudent par rapport à cette sortie politique. Ce n'est pas la première fois, ni ce sera pas la dernière fois, à mon avis, qu'on entend parler d'une taxation accrue sur les revenus immobiliers. Loin de là. Mais néanmoins, il faut aussi se rendre compte que cette sortie sur les revenus immobiliers s'est accompagnée d'énormément d'autres mesures qui me semblent tout aussi farfelues, que ce soit la taxation des sociétés de management, donc des indépendants qui sont organisés en sociétés unipersonnelles, comme si c'était du revenu imposable en direct, que ce soit sur la limitation des plans de pension complémentaires, que ce soit d'ailleurs pour les employés ou pour les indépendants, puisque finalement il n'y a pas de différence qui a été faite. Donc tout ça, ce sont des mesures qui me semblent tout aussi irréalisables dans un pays qui est déjà dans le top 3 des pays les plus taxés au monde, au niveau des revenus de toutes sortes. Donc voilà, ça c'est un avis personnel. Maintenant, voilà, on ne sait jamais prévoir l'avenir, surtout en Belgique au niveau de la fiscalité. Donc on va se baser sur quelques cas concrets, enfin quelques avis concrets en tout cas. Donc la réforme présentée par le ministre a été de parler de taxation plutôt que de baser cela sur le revenu cadastral qui est forfaitaire, de baser cette taxation sur des revenus réels. Donc ici, moi j'ai un problème parce que si on doit appliquer cela sur tous les biens d'investissement aujourd'hui, eh bien, on se rend compte assez vite qu'on va avoir un véritable hold-up fiscal, puisque si vous avez une taxation basée sur les revenus réels, avec, je le rappelle quand même, une petite déduction possible de frais forfaitaires, mais qui est basée elle-même sur le revenu cadastral, qui est souvent faible par rapport à la rentabilité locative d'un bien immobilier classique mis en location, on aura un gros souci en fait de base taxable. N'oubliez pas que cette base taxable est censée arriver dans votre revenu imposable global, taxé à 50% plus additionnels communaux, donc à 54%. Donc ça reviendrait à dire que votre investissement immobilier, je prends un exemple, si vous avez 1 000 euros de loyer pour un appartement, que sur 12 mois, donc vous allez avoir 12 000 euros de rentrée, mais il ne faut pas oublier que vous allez déjà payer le précompte, qui est généralement égal à un mois de loyer aussi. Vous allez peut-être financer un professionnel de l'immobilier qui va s'occuper de votre locataire. Donc là aussi, vous allez peut-être perdre un mois de gestion immobilière. Donc déjà, votre réalité, c'est que vous commencez à 10 mois sur 12. Et si vous êtes taxable sur, on va dire, 5 000 ou 6 000 euros en fonction de la petite déduction que vous aurez sur la base imposable, et que là-dessus, vous êtes taxé en plus à 54%, on va vite se rendre compte qu'en fait, un investissement immobilier, par tous les moyens que vous pouvez trouver, sauf si vous faites des colocations, sauf si vous investissez dans des biens en ruine et que vous les rénovez, eh bien là, on va vite se rendre compte qu'en fait, tous les biens immobiliers qui ont un peu la cote aujourd'hui, c'est-à-dire des biens neufs avec des PEB nickel, etc., vous allez avoir un problème direct de rentabilité. En gros, vous pourrez faire tous les calculs que vous voulez, mais vous vous ferez voler au niveau taxation. Donc pour moi, ça c'est un des points principaux qui me pousse à dire que cette mesure est complètement irréalisable. Faut pas, et là je vais faire une dernière parenthèse, oublier que cette application de la taxation au loyer réel, elle s'applique généralement à des biens professionnels, donc qui sont loués beaucoup plus
que dans le cadre d'une habitation, qui ont aussi des revenus cadastraux. Si vous prenez une usine, un hangar, etc., ils ont des revenus cadastraux beaucoup plus importants qu'un simple appartement d'habitation. Donc vous avez aussi une possibilité de déduction sur vos frais qui est plus importante. Donc ça, c'est réellement un avis personnel et un petit calcul déjà réalisé. Pour moi, c'est une mesure qui a été vraiment présentée de manière irréfléchie, parce qu'au niveau économique, ce n'est pas tenable. Au niveau de la réalité du marché, en tout cas, ce n'est pas tenable. Et c'est pas la première fois qu'une loi, alors je vous rassure, elle n'est pas passée, c'est pas encore en discussion, il n'y a pas de projet de loi, c'est juste une sortie, comme je vous ai dit, politique pour l'instant. En tout cas, ça en reste là. Mais c'est pas la première fois que des lois, en tout cas en Belgique, sont passées et se sont fait cadrer, voire casser par l'Europe, parce qu'elles étaient inéquitables. Je vais arrêter là parce qu'aujourd'hui, de toute façon, ça sert à rien de tergiverser sur cette mesure qui n'existe pas. Je vais rajouter simplement encore 2 points. Même si la base taxable des loyers privés devait augmenter, vous avez toujours cette solution du crédit bullet qui est composé que d'intérêts mensuellement, et donc les intérêts payés sont directement déductibles de votre base taxable. Donc même si elle augmente, finalement, il y a toujours moyen de gérer le problème avec un bon système de financement. Donc ça, c'est une première porte de sortie si d'aventure on devait être vraiment soumis à une taxation plus importante. On a aussi dans ce contexte, et là on va y venir tout de suite, la possibilité de se sécuriser par rapport à la création d'une société immobilière. Bon, maintenant, je vais reprendre tout cela plus en détail, mais la société immobilière n'est pas une solution miracle non plus. On va le voir tout de suite, mais ça reste une porte de sortie dans certains cas, dans certaines situations. Alors j'ajouterais qu'aussi, puisque cerise sur le gâteau, c'était pas suffisant d'annoncer qu'on allait taxer les loyers réels et plus sur base du revenu cadastral, ils annoncent aussi une taxation sur les plus-values, avec une majoration si le permis d'urbanisme n'est pas en forme. Donc là, je dirais que c'est plutôt une possibilité de déduction supplémentaire, peut-être, sur les biens qui sont les plus neufs ou qui sont les plus récents pour pouvoir avoir une déduction sur cette plus-value potentielle. Voilà, on ne sait pas. De nouveau, aujourd'hui, il est impossible de se positionner. Ça ne sert à rien de tourner dans le vent. Ce n'est pas la première fois que des ministres, malheureusement, en Belgique, font des sorties un petit peu anxiogènes. C'est souvent aussi une technique utilisée pour ralentir quelque part le marché et pour que la plupart des gens ne passent pas le cap. Donc ça, on l'a déjà observé aussi. Faut pas oublier qu'il y a peut-être un effet de bluff aussi derrière tout ça. Mais bon, là, c'est un avis personnel de nouveau, qui n'engage que moi. Passons donc au sujet de l'investissement en privé ou en société. Est-ce que on a une solution toute faite? Non. La solution de l'investissement en société en privé va vraiment dépendre du cas et de vos objectifs. Donc ça, c'est très important. Une solution va s'appliquer à une personne et ne va pas s'appliquer à son voisin, même s'ils ont peut-être des situations financières identiques. Tout dépendra de vos objectifs. La société en soi n'est pas avantageuse fiscalement, rien que pour de l'investissement immobilier. Donc, on va plutôt voir ça dans un autre cadre, ou en tout cas dans la réalisation d'autres objectifs. Est-ce que c'est pour utiliser des ressources que vous avez déjà à travers une activité qui fonctionne bien avec des réserves qui sont déjà taxées, et en fait c'est un moyen d'utilisation de votre trésorerie générée dans le cadre de votre exploitation directe? Ça, c'est un premier élément de réponse. Donc là, on peut peut-être envisager réellement des investissements immobiliers en société. Si par contre votre but c'est de créer de la valeur, qu'elle soit au niveau de la plus-value ou au niveau de revenus complémentaires en privé, bien alors là, l'investissement en société n'a absolument aucun intérêt, puisque vous serez plus taxé sur la plus-value et sur les loyers. Bien entendu, tant que les choses restent aujourd'hui status quo par rapport à la situation fiscale. Mais bon, ça, je ne vais pas revenir dessus. Est-ce que vous voulez aussi augmenter votre patrimoine donc en privé? Est-ce que vous voulez au contraire, avec un patrimoine privé, peut-être penser à votre succession et transférer toute une série de biens dans une structure qui ensuite, au niveau donation, sera beaucoup plus allégée que si on passait par des donations immobilières? Donc tout ça, ce sont des questions qui vont devoir se poser à la base de la réflexion sur l'investissement immobilier.
Et comme je vous dis, voilà, une situation n'est pas l'autre. Le plus important, c'est de faire bien l'état de votre situation à vous et de vos objectifs recherchés. Donc, si on prend quelques points en société qui sont positifs ou négatifs, et ensuite on passera au privé pour le même comparatif. Mais qu'est-ce qu'on peut dire en société? Au niveau des points positifs, on a une utilisation du brut. Donc si vous avez déjà une exploitation, si vous avez déjà un chiffre d'affaires qui rentre et si vous avez déjà des bénéfices, eh bien le brut trésorerie qui rentre peut être ressorti pour faire un crédit, pour payer des frais d'acquisition, etc. et donc pour faire de l'immobilier. Vous avez la possibilité aussi de déduire les frais d'achat sur l'année en cours. Donc ça, c'est un choix, soit de vous les étaler un petit peu au niveau de votre bilan, soit de vous les déduisez en one shot l'année de l'acquisition. Donc ça peut être un petit intérêt si vous souhaitez diminuer votre base imposable au cours de l'année parce que vous sentez que vous allez avoir une année exceptionnelle. Vous pouvez évidemment, enfin c'est même une obligation, vous amortissez le bien une fois qu'il est en société. Donc pour un bien locatif privé, ce sera 33 ans, donc environ un tiers de la... Enfin, 33 ans. Donc, ce sera un peu plus important qu'un bien professionnel qui, lui, est généralement amortissable sur une durée de 20 ans. La capacité de remboursement est sans doute plus élevée. Si vous êtes indépendant, que vous avez une société, que vous avez des revenus qui tombent dans cette société, ben souvent vous avez plus de revenus dans votre société professionnelle que dans votre privé, où justement, pour ne pas être trop taxé, vous prévoyez différentes choses pour, on va dire, vous alimenter de ce qui est nécessaire pour votre train de vie, mais pas forcément donc pour ressortir tout l'argent de votre société d'un coup. Et enfin, vous avez comme avantage aussi, on va revenir dans les cas particuliers, la possibilité de faire un mix entre le privé et le professionnel. Donc vous pouvez bénéficier des deux tableaux. Vous pouvez bénéficier des avantages du privé et de la société en organisant un achat en usufruit du propriété, mais je vais y revenir, c'est un cas particulier. Et enfin, vous avez cette solution de succession qui est facilitée puisque les biens immobiliers dans la société peuvent être donnés à travers la donation des parts aux enfants. Et donc ça engendre des coûts beaucoup moins importants. Vous pouvez faire un don manuel de vos parts. Et si vous survivez pour l'instant encore 3 ans, voire 5 ans en Wallonie, vous pouvez donc les donner sans qu'il y ait de rapport à la succession. Alors, au niveau des points négatifs, vous avez une taxation sur la plus-value. Toute ressource qui rentre en société est taxable à l'impôt des sociétés. Et donc, si vous revendez un bien plus tard en société, vous serez taxé sur la plus-value dégagée. Cette plus-value sera calculée entre le prix de vente final, donc le prix de marché auquel vous vous en séparez, et le prix dans les comptes, donc c'est-à-dire amortissement déduit. Donc finalement, c'est un retour de l'avantage qu'on a vu dans les points positifs, puisque l'amortissement, ok, il vous permet de déduire des frais pendant la durée où vous détenez le bien en société, mais plus tard, vous allez avoir en contrepartie une taxation sur la plus-value qui sera calculée sur ces amortissements qui ont été déduits. Vous avez aussi une taxation sur les loyers qui là s'effectue au niveau des loyers réels, parce que toute rentrée en société est taxable à l'impôt des sociétés. Donc là, vous allez avoir une taxation à l'impôt des sociétés. Et puis, si vous voulez retirer le bénéfice de ces loyers en privé, ben là, vous repassez par les voies habituelles, c'est-à-dire soit de la rémunération taxée à 50%, soit des dividendes, donc dans certains cas 30 ou 15%, et vous avez aussi les boni de liquidation toujours qui vous imposeront à 30%. Donc là, c'est pas toujours la bonne solution pour retirer des rémunérations en privé. Même si quelques outils permettent quand même de ressortir donc les bénéfices de la société de façon plus avantageuse, notamment les réserves de liquidation ou des droits d'auteur, toute une série de choses que votre comptable peut vous conseiller, mais voilà, c'est peu en lien avec l'investissement immobilier lui-même. Au niveau privé, maintenant, on voit tout à fait la différence. En tout cas, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, on n'aura pas de taxation sur les loyers, puisque vous êtes imposable sur le revenu cadastral fois le coefficient d'indexation fois 1,4. Mais si vous avez bien structuré votre crédit, l'intérêt suffira en soi à déduire ça de votre base taxable. Et donc, vous ne serez pas imposé sur vos revenus. Vous avez toujours à l'heure actuelle pas d'imposition sur la plus-value au bout de 5 ans. Donc là, il y a quand même pas mal d'intérêt à faire l'investissement en privé plutôt qu'en société.
Faisons le lien aussi avec certains modèles de sortie d'argent de la société comme une assurance de groupe pour l'indépendant ou les réserves de liquidation, j'en ai parlé. Ce sont des moyens de ressortir de l'argent à courte échéance pour pouvoir réaliser des investissements immobiliers en privé. Donc c'est plutôt à ce niveau-là peut-être qu'il faut réfléchir en termes d'utilisation de la société pour pouvoir avoir du levier et des revenus. Vous avez donc, comme je viens de le dire, l'utilisation de garanties existantes aussi qui sont possibles. Une maison déjà payée, un appartement peut-être déjà payé ou en partie payé, et les fameuses assurances de groupe, que vous soyez employé ou indépendant. Ce sont des éléments, voilà, du capital pension que l'on peut toujours utiliser en privé pour faire un investissement immobilier. C'est d'ailleurs la seule exception aujourd'hui toujours permise d'utilisation d'un capital pension complémentaire payé par l'employeur pour pouvoir donc sortir cet argent avant le terme. On a aussi généralement en privé des taux qui sont plus bas qu'en société. Là, le taux va dépendre typiquement de votre situation bilantaire et de votre stabilité financière en société. Et enfin, on a une structure plus simple, on n'a pas de comptabilité à tenir. Il ne faut pas oublier que si vous créez une société immobilière juste pour placer l'immobilier dedans, il y a toute une série de coûts aussi. Création de société, maintien des bilans à travers le coût du comptable, etc., qui sont à rajouter aussi en plus, ce que vous n'avez pas en privé. Maintenant, au niveau des points négatifs, s'il faut en lister quelques-uns, la taxation sur les revenus immobiliers imposables. Donc en fait, là, si vous n'optimisez pas votre crédit, vous gardez quand même une petite taxation. Maintenant, on voit qu'aujourd'hui, elle est toujours intéressante. De nouveau, on ne sait pas demain ce qu'il adviendra de cette taxation sur les revenus. Vous avez, par contre, si vous exagérez en privé, si vous devenez un peu un professionnel de l'immobilier, que vous faites de l'achat-revente, ou que vous gérez vous-même toute une série de locataires, et que vous, finalement, par rapport à votre patrimoine, c'est votre source de revenus principale, et non pas annexe par rapport à une activité professionnelle, il y a toujours ce risque de requalification. Donc cette requalification en tant que professionnel de l'immobilier, non plus comme un investisseur en bon père de famille. Donc là, vous courez le risque que vos revenus locatifs soient imposables comme du revenu professionnel. Donc là, on encourt les taxations plein pot sur les loyers réels du coup perçus, puisque c'est comme si les loyers étaient un revenu professionnel direct, et la taxation aussi sur les plus-values à 33%. La quantité d'emprunt en privé, elle est de 80% pour un investissement. Vous pouvez mettre, c'était dans un point positif, des garanties complémentaires, mais c'est vrai que, dans une société, on a peut-être des fois plus de ressources, plus de capital à disponible pour pouvoir faire un investissement immobilier. Donc voilà, ça c'est un petit point qui dépendra purement et simplement de votre situation. Et si on n'optimise pas et que vous décédez malheureusement avec un capital immobilier important, eh bien là, on aura par contre un coût important si rien n'a été fait auparavant. Donc là, les solutions, c'est soit de donner en nue propriété les biens immobiliers à vos enfants si vous sentez quelque chose, soit de revendre, de toucher le cash et d'ensuite faire des donations mobilières qui coûtent moins cher. Donc là, les possibilités, elles existent toujours. Maintenant, rien ne prévoit non plus un accident. Donc là, si vous êtes en période encore active et pas en période de transmission de patrimoine, je pense que le point le plus intéressant, alors, c'est de se couvrir aussi par rapport aux droits de succession potentiels. Enfin, on revient sur les cas particuliers de la société. Il y en a deux. L'usufruit nue propriété et le réemploi fiscal d'une plus-value exonérée en société. Donc je reviens en détail sur l'achat en usufruit nue propriété. C'est tout simplement un achat qui vous permet de combiner le monde de l'achat en société avec le monde de l'achat en privé. Vous faites acheter l'usufruit par la société, qui va toucher les loyers du coup pendant la durée de cet usufruit. Cet usufruit est déterminé dans le temps, et à l'échéance, le bien vous revient entièrement en privé sans autre forme de frais complémentaires. Donc ça, c'est réellement l'avantage de cette solution un peu entre les deux, parce que vous avez un financement à ce moment-là. C'est le but qui est majoritaire par la société. Donc on bénéficie de tous les avantages société, utilisation du brut, des revenus peut-être plus conséquents dans la structure société, etc., pour pouvoir développer un futur capital et patrimoine immobilier personnel, puisque ces biens vous reviendront à la fin de l'usufruit en privé. Et là, vous pourrez bénéficier par contre des avantages fiscaux du privé.
Attention, ça ne se fait pas n'importe comment, il faut un plan financier bien ficelé, bien rodé. N'oubliez pas que l'achat en usufruit de propriété entre son gérant et la société peut quand même être une source de contrôle fiscal et une source de requalification. Donc il faut faire les choses dans l'ordre, il faut bien faire les choses, il faut valoriser correctement le bien et surtout il faut prouver l'avantage économique que la société va en retirer. Parce que si on découvre que l'avantage il n'est que du côté du gérant, alors là vous risquez réellement une requalification si vous avez un contrôle fiscal. Voilà pour la partie usufruit du propriété. Reste un point, une niche fiscale que l'on peut aussi utiliser, mais là il faut réellement déjà avoir une société qui est active et qui a un exercice, en tout cas qui a des choses à optimiser. Donc ici on va parler du réinvestissement d'une plus-value exonérée. Le principe est simple, vous avez vendu un actif en société et plutôt que de subir la taxation sur la plus-value réalisée, vous décidez de la réserver à condition, dans les 5 ans, de réinvestir dans un bien nouvellement amortissable et un bien nouvellement taxable. Et ensuite, vous déclarez votre plus-value au fur et à mesure du rythme d'amortissement, donc du nouveau bien acheté. Donc ça va parler peut-être à une série de personnes uniquement qui sont déjà actifs en société, peut-être qui ont déjà eu dans l'idée de vendre un actif, ou peut-être qui ont déjà vendu un actif, qui se retrouvent dans ce cas pratique de devoir réinvestir. Et alors là, le tout, c'est de trouver les biens et de trouver le montage financier adéquat. Je dis ça parce que pour pouvoir bénéficier de cette niche fiscale, il faut que les biens immobiliers dans lesquels on réinvestit soient amortissables pour leur plus grosse tranche. Si vous achetez un bien existant et qu'il a une grosse quote-part terrain, n'oubliez pas que la quote-part terrain n'est pas amortissable et donc cette quote-part terrain ne va pas vraiment servir à votre réinvestissement. Il y a des conditions aussi qui sont assez strictes, à savoir le réinvestissement du produit de la vente totale qui a généré une plus-value auparavant. Donc, si je prends un exemple, si vous vendez un bien 300 000 euros et que vous devez réinvestir une plus-value de 200 000 euros, vous devez réinvestir au total les 300 000 euros, peu importe que ce soit en cash ou avec du crédit, mais vous devez racheter au minimum pour 300 000 euros de biens amortissables et pouvoir apporter cette plus-value à l'amortissement du nouveau bien. Donc, c'est-à-dire que les 200 000 euros de plus-value dégagés doivent pouvoir être calculés dans la nouvelle partie amortissable de votre bien. Donc voilà, il y a certaines règles à respecter, mais en tout cas, ça vous permet, grâce au levier financier, au levier de crédit en société, de pouvoir développer au coup par coup, donc un patrimoine immobilier plus important. Mais je vais m'arrêter là parce que c'est quelque chose qu'il faut voir plutôt en détail et en privé avec certaines personnes qui sont dans le cas et pas ici de manière générale par rapport à une assemblée qui peut-être n'est pas concernée. Donc on va revenir sur les types de biens que l'on va conseiller en matière d'investissement. Là, je vais revenir sur certains grands principes aujourd'hui. L'investissement, c'est destiné à une location avant tout. Donc vous ne devez pas vous positionner comme si vous alliez y habiter. Il faut voir de manière précise, structurée, avec une bonne analyse, les biens et les régions dans lesquelles on achète, s'agissant qu'elles ont du potentiel, qu'elles ont une demande locative et que ce rendement locatif vous suffit par rapport au prix d'achat, tout frais compris, et que la qualité du bien est suffisante aussi pour garantir une bonne qualité locative, mais n'est pas forcément le palace de luxe dans lequel vous souhaiteriez habiter. Je dis ça parce qu'il faut trouver un juste milieu, il faut trouver en matière d'investissement un juste équilibre. Ensuite, vous avez aussi aujourd'hui en tout cas une importance de plus en plus grande des régimes énergétiques, des façons d'alimenter, enfin d'abord des isolations on va dire de votre bien et ensuite des façons de l'alimenter en énergie. Les prix récents, les prix du gaz et des énergies de manière générale qui ont augmenté très fortement ces derniers temps, le rappellent aussi au niveau d'une sécurité financière à long terme. Il vaut mieux avoir un appartement neuf qui est bien isolé et qui simplement fonctionne avec une chaudière individuelle au gaz qui ne consomme pas grand-chose,
plutôt que de se retrouver dans un vieux bien avec des ponts thermiques, avec des fuites de chaleur et avec un risque surtout plus tard de devoir rénover si on veut le revendre ou le louer, puisque petit à petit ça va arriver. Il faut savoir qu'en France, déjà aujourd'hui, il y a des dates qui ont été fixées pour interdire à la vente ou à la location certains biens qui sont en PEB inférieur à certaines lettres. Donc ça commence déjà chez nos voisins. Je pense qu'il ne faudra pas trop longtemps pour qu'en Belgique on voit ce genre d'obligation arriver aussi. Donc voilà, il faut rester dans quelque chose de rationnel. Il faut rester dans des unités qui sont facilement louables, qui sont bien positionnées et que vous pourrez plus tard monnayer, revendre rapidement, parce que n'oubliez pas que la plus-value d'un investissement immobilier est aussi importante dans sa rentabilité totale. Il n'y a pas que le loyer direct que vous allez toucher de votre investissement. C'est une partie de la rentabilité, mais voilà, elle est partagée en deux et on va le voir dans l'exemple tout de suite que je vais donner, puisque on a des rentabilités qui proviennent des deux côtés. Ensuite, on va se focaliser sur un bien. Donc, pour trouver ce potentiel locatif et pour trouver cette potentialité de revente, on va se focaliser sur des biens qui sont positionnés d'une manière à attirer, à être attractifs pour le plus grand nombre de locataires. Donc, proche des grands axes de communication, proche des transports en commun si on est en centre urbain, si on est un peu en dehors du centre urbain, plutôt proche des grands axes, des nationales, des autoroutes. On voit de plus en plus depuis des années les prix de l'immobilier augmenter le long de l'axe de l'E411, l'axe de la N25. Il y a des communes qui voilà, petit à petit prennent énormément de valeur. Et donc, c'est quand on est en dehors des centres urbains, c'est vraiment sur ces localisations-là qu'il faut se concentrer aujourd'hui pour pouvoir continuer à faire des bonnes affaires. Souvenez-vous les pourcentages qui ont été affichés suite à l'article de l'Immovelan, donc en début de présentation. On voit que finalement, le Brabant wallon qui a une belle histoire au niveau des croissances de prix, aujourd'hui, en termes moyens, est à la traîne en termes de croissance par rapport à des régions comme le Luxembourg, la province du Luxembourg avec plus de 5,5%, et la province de Liège qui dépasse même les 6% en termes de croissance. Donc ça, c'est important aujourd'hui pour réaliser un bon investissement. N'oubliez pas non plus qu'on est sur une période de 10-15 ans, pas plus, pour pouvoir bénéficier de son rendement immobilier. On doit être proche des commerces, évidemment. Ça, c'est une logique. Facilité de connexion, facilité pour accès au commerce, facilité aussi à avoir accès à du travail. Donc là, ça vient en lien direct avec les axes de communication. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une grosse entreprise juste à côté de votre appartement, mais néanmoins avoir des axes de communication facilités pour se rendre à son emploi, c'est aussi un des critères qui va décider le locataire. Et bien sûr, en dernier lieu, l'accessibilité à certaines écoles, universités, etc. Qui là, plutôt pour une situation à plus long terme, on va louer à une famille qui va rester là plus longtemps. Mais c'est vrai que pour un jeune couple, ça va jouer un peu moins. Alors, comme je l'ai déjà dit, ces aspects techniques et concrets que l'on peut vérifier d'un bien à l'autre sont là pour apporter une facilité de location. Donc, limiter le risque, voire l'atténuer complètement de vide locatif. Aujourd'hui, au sein des biens que nous avons en gestion chez Willink Real Estate, nous avons plus de 1050 biens en portefeuille et on a un taux de remplissage de 77% et demi, ce qui est dû à l'efficacité de nos équipes sur la mise en location et la relocation, ce qui est dû aussi avant tout à la sélection des projets et donc à leur localisation et à leur potentiel locatif, puisque on peut travailler très bien, mais derrière il faut quand même qu'il y ait une demande pour pouvoir remplir ces biens d'investissement. Vous avez aussi la possibilité du coup d'indexer aussi votre loyer facilement. S'il y a toujours une demande, si votre bien est suffisamment bien localisé que pour avoir une demande importante qui suit, vous n'aurez aucun problème à indexer ces loyers. Vous aurez une plus-value à l'investissement aussi à terme, puisque si vous avez un pooling locatif avec des loyers qui augmentent et qui sont indexés, vous aurez plus de chances aussi de revendre correctement votre bien à l'échéance, et donc là, de réaliser la plus-value que vous attendez sur cet investissement. Voilà pour les côtés pratiques. Maintenant, quelques exemples ici en visuel de projets que nous conseillons aujourd'hui à des clients qui souhaitent investir. Donc, on va se situer de nouveau dans des pôles importants, des pôles de croissance. On a Arlon, donc en plein dans la province du Luxembourg. On bénéficie de la proximité de la région luxembourgeoise et de la ville de Luxembourg
pour l'augmentation des prix qui n'arrêtent pas, pour la demande locative aussi, et pour des prix de loyer qui vont être petit à petit comparables à Bruxelles, alors qu'on est dans des prix d'achat qui sont sensiblement plus faibles que cette région bruxelloise qui devient vraiment très chère et où les loyers commencent à stagner. Cours Saint-Étienne, un projet que l'on vient de lancer, situé à 2 pas de Louvain-la-Neuve, le long de l'axe national 25, tout près de l'accès 411. Donc là, c'est réellement un projet situé dans un cadre champêtre, mais qui a toutes les facilités, les commerces, les entreprises, un grand centre commercial, vraiment à proximité directe. Donc là, vraiment, ce sont des endroits en lesquels on croit. Liège, c'est aussi un must puisque on achète toujours à des prix intéressants avec une location qui suit, une demande locative importante et des prix qui continuent donc à monter gentiment comme on l'a vu même au début de cette présentation, Woluwe, un grand classique sur Bruxelles, si on veut de la sécurité et des loyers importants apportés par les expatriés. Donc là, c'est un autre exemple de ce que l'on peut proposer. Voilà, maintenant, le but n'est pas de passer en revue techniquement des projets, mais de présenter aussi un cas concret. Donc, on va arriver ici sur la présentation du plan financier, avec ici une présentation faite en personne physique. Alors, on peut compter sur des moyens qui viennent d'une société, comme je vous l'ai dit, des EIP, des assurances de groupe, du cash que l'on peut retirer de la société à travers des réserves de liquidation ou des dividendes. Donc, on peut vraiment analyser correctement la situation. Mais aujourd'hui, si on veut vraiment présenter un système de rendement sûr et s'adresser au plus grand nombre, on va choisir donc le système de l'investissement privé. On va ici se baser sur donc un exemple de fonds propres à 100 000 euros et une garantie immobilière complémentaire. C'est un exemple pour vous donner un budget total d'investissement qui peut paraître important, mais on peut le pratiquer sur une mise de fonds propres plus faible, puisque en fonction de votre situation et du bien que vous pourrez mettre en garantie complémentaire, on aura le même effet de levier. Vous avez un investissement total de 500 500 avec des loyers de 1575 qui arrivent. On va pondérer ces loyers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la prise en compte du précompte immobilier et de la gestion immobilière, donc d'avoir un professionnel qui s'occupe de gérer votre locataire et de le retrouver. On va donc avoir un financement de 520 000 euros sur 15 ans avec un crédit de forme bullette. Donc là, on part sur un point où on va tout faire le crédit en crédit bullette. Maintenant, vous pouvez annexer un crédit de type classique aussi. De nouveau, tout dépend de vos objectifs personnels. Est-ce que vous voulez développer un maximum de rentabilité nette locative tout de suite, ou est-ce que vous êtes prêt en fait à mettre un peu d'argent dans la tirelire, soit à revendre le bien et que le montant du remboursement mensuel soit à l'équilibre, soit même que vous réinvestissiez tous les mois une petite somme sous forme d'épargne dans le projet immobilier pour que plus tard vous touchiez le capital lors de la revente. Donc ça, ce sont des questions évidemment qu'il faut voir de manière plus personnelle parce que ça s'adressera moins au plus grand nombre en fonction des situations de nouveau. Donc ici, le but est de vraiment présenter la rentabilité attendue sur un projet tel que nous pouvons les réaliser. On aura donc ce loyer à 10 mois sur 12 de 1 315 euros qui est donc pondéré. On a une mensualité en bullette de 645 euros par mois pour un crédit total de 520. Alors aujourd'hui, donc, on devient propriétaire de 2 biens immobiliers, grosso modo pour la somme investie ici. On a plus 670 euros par mois dès la première année ou dès que les biens sont réceptionnés. Et on a un différentiel positif, du coup, sur les 15 ans, de 120 000 euros. Donc, on va déjà dégager, si vous n'utilisez pas ces 670 euros par mois, un potentiel de capital supplémentaire grâce au loyer de 120 000 euros qui vont rentrer donc dans votre trésorerie. Et ensuite, vous allez pouvoir jouer sur la plus-value à terme. Et donc, dans 15 ans, on va, avec une plus-value annuelle de 3% calculée sur le prix hors frais d'acquisition pour être prudent, vous allez avoir un prix de revente total de 780 000 euros pour un remboursement de crédit bullet de 520 000. Donc là aussi, vous développez le deuxième niveau de rendement sur votre achat avec donc 260 000 euros de solde positif.
à partir de fonds propres, donc de 100 000 euros uniquement. Les loyers reconstituent allègrement le cash net investi et vous avez le gain net qui vient en contrepartie à la revente. Ce qui est important, c'est que du coup, vous bénéficiez d'une rentabilité calculée sur vos fonds propres de 10% sur la plus-value uniquement et un rendement sur fonds propres investis au niveau des loyers. Donc, c'est la fameuse différence que vous voyez ici de 670 euros par mois. Donc, si vous faites les 670 euros par mois pendant 15 ans pour ce total de 120 000 euros, eh bien, ça représente une rentabilité de 7%. Rien que sur la rentabilité locative. Donc on voit qu'à travers ce système de pré-bullet, d'achat de biens prenant de la valeur et d'un différentiel entre le taux d'intérêt et les loyers générés, qui vous permet d'aller chercher des rentabilités qui sont même comparables à des fonds très dynamiques au niveau boursier. Voilà, c'était le message que je souhaitais faire passer ici avec cet exemple et ce plan financier ce soir. Maintenant, de nouveau, par rapport à la question principale, est-ce qu'il faut investir en société ou en privé, n'oubliez pas que ça va dépendre de vos objectifs et de votre recherche, là où vous souhaitez que la rentabilité se situe. De nouveau, ici, c'est difficile de parler d'une rentabilité sur un investissement si derrière, le plan est d'entamer un processus successoral. Donc là, je vais peut-être faire une parenthèse pour certaines personnes d'entre vous qui bénéficieraient déjà d'une société, qui peut-être ont déjà des biens immobiliers en privé. Mais là, on peut réfléchir à un montage de rachat des biens immobiliers dans votre société pour être en quelque soit maître de la plus-value, redescendre avec le système d'achat qui sera fait en société, redescendre donc la valeur du bien en privé, et cette valeur du bien qui est en privé, la rebalancer sur de nouveaux investissements qui seront peut-être faits alors à ce moment-là avec votre famille, vos enfants, pour pouvoir justement éviter à terme les droits de succession. Mais de nouveau, ce que je vous engage à faire, et on va y revenir ici en fin de présentation, c'est à faire analyser votre situation. Ça peut prendre une demi-heure avec un rendez-vous Teams. On peut se voir, écouter un petit peu votre situation actuelle, ce que vous recherchez comme objectif, et voir comment est-ce qu'on peut concevoir alors un plan d'investissement intéressant. Donc, comment concrétiser pour terminer? Eh bien, le critère primordial, vous l'avez compris, c'est la localisation du bien, c'est son prix d'achat, c'est sa qualité de finition, ce sont ses composantes, ses matériaux, c'est son PEB qui va être attribué. Donc, déjà, pour bien investir, il faut bien choisir. Ce choix, on peut vous aider à le faire, comme vous l'avez compris, puisqu'on recherche pour vous et on vous présente des biens immobiliers qui sont analysés en amont de manière très stricte et qui vous permettront de faire un bon choix. Au-delà du type de bien que l'on va présenter, il y a surtout aussi cette analyse et cette écoute que l'on peut mettre à votre disposition pour à la fois faire le lien entre la bonne structuration de vos investissements, le conseil, on va dire, fiscal ou de structuration, en créant une société ou non, et le conseil en termes de solutions financières, puisque nous sommes rodés donc à rentrer des dossiers de crédit, à les défendre dans les banques qui vont vous permettre d'avoir de bonnes conditions et des formules de crédit de type bullet pour pouvoir réaliser ces investissements. Je reviens sur les thèmes principaux de la localisation. Puisque vous l'avez compris, un bien qui prend de la valeur, un bien qui se loue facilement, c'est un bien qui est bien positionné, c'est un bien qui s'achète aussi au bon prix, c'est un bien qui, plus tard, aura du succès autant au niveau du locataire qu'au niveau de la personne qui va vous le racheter. Donc cette localisation, ce choix vraiment important, et c'est cela qu'on apporte également comme contribution chez WeLink Real Estate, c'est de pouvoir vous aider dans cette sélection. On a une expérience de plus de 15 ans dans ce domaine. On distribue, on conseille environ 300 biens par an à nos clients. On a des projets localisés dans des centres de croissance, donc on va dire les grandes villes de manière générale, ou les régions, les villes qui sont vraiment aujourd'hui à potentiel avec des structures vraiment en place, c'est-à-dire déjà des entreprises qui sont installées, des grands axes de communication et des infrastructures, commerce, écoles, etc. On a une sélection rigoureuse des promoteurs, évidemment, c'est la base.
avoir aussi confiance dans la promotion qui va vous délivrer ce bien, cette qualité, ce suivi. Il y a toute une série de lois qui obligent le promoteur à respecter donc une qualité de finition et un suivi. Voilà, la sécurité que vous allez retrouver dans votre investissement immobilier, c'est aussi par rapport à cette sélection en amont du promoteur. Il faut que ce soit quelqu'un de sérieux et qui puisse assumer ses responsabilités qui vous sont données par les lois, évidemment. On peut retrouver dans notre portefeuille des biens qui sont de type purement résidentiel, appartement classique, des biens qui sont loués en formule agence immobilière sociale, donc qui vous garantissent totalement un loyer sur une longue période, avec aussi une restitution du bien dans l'état dans lequel vous l'avez donné en exploitation. On a des cotes étudiants, des maisons de repos aussi, donc voilà, toutes sortes de biens qui peuvent intéresser peut-être des investissements plus particuliers, mais je vais pas m'étaler là-dessus. Nous allons aussi vous accompagner dans le suivi du chantier, dans la réception du bien, dans la location, vous l'avez compris, après réception, et dans le suivi et le screening du locataire. Donc voilà, investir avec nous, ce sera investir avec une personne à vos côtés qui permettra d'éviter toutes les problématiques liées généralement à l'immobilier. Alors, nous arrivons tout doucement à la fin de cette présentation qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Donc, j'espère qu'elle vous a intéressé. Je reviens sur un peu l'idée de cette fin de présentation, c'est que chaque situation est différente et le monde, comme vous l'avez vu encore ces derniers mois, peut évoluer rapidement. Donc, le plus important, ce n'est pas en théorie ici et dans les slides ce que l'on a vu, ce qui pourrait ressortir en particulier vis-à-vis de toute une série de personnes, mais c'est plutôt d'appliquer en fait ces concepts et ces présentations qui ont été faites ce soir par rapport à votre situation personnelle et votre envie d'investir. Donc, mes coordonnées sont disponibles. On va vous envoyer le lien vers l'enregistrement de cette conférence. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et nous aurons également des collègues qui vont vous passer un petit coup de fil ou qui vont vous contacter pour vous proposer donc ce rendez-vous avec moi dans les prochains jours, les prochaines semaines. Recevez-les bien. Si vous avez l'impression que c'est pas le moment, n'hésitez pas non plus à demander que ce soit un peu pour plus tard. Nous sommes ouverts donc à vous rencontrer quand vous en aurez besoin. Je vais maintenant passer, parce qu'il est temps, aux questions-réponses. Donc j'ai une quinzaine de messages. Je vais commencer par les premières questions. Donc bonjour. Faut-il un quelconque titre, diplôme, certification pour constituer sa société de gestion immobilière? Alors là, je vais répondre de deux façons. Il y a la société de gestion immobilière professionnelle, et donc qui doit être agréée à l'Institut des professionnels de l'immobilier, si vous voulez en faire une activité réellement professionnelle. Si c'est une coquille, donc une coquille juridique, dans le but de mettre des biens et de vous en occuper ou de faire la gestion par un autre, eh bien là, il vous faut les capacités de créer une société de base. Donc une société, qu'elle soit immobilière ou de compétences de gestion autres. Mais voilà, vous devez en tout cas être capable de pouvoir gérer une société, mais pas spécifiquement dans un cadre professionnel lié à l'immobilier. Je prends une deuxième question. Si j'ai un immeuble en privé, puis-je le mettre en société, quelles sont les meilleures solutions? Bien oui, la possibilité existe et les solutions, elles sont multiples. Soit vous pouvez apporter ce bien à la société, un petit peu comme quand vous apportez un actif. Si aujourd'hui vous avez une voiture en privé et que vous voulez l'apporter dans la société en termes d'actifs que vous apportez, et ça se retrouvera dans vos actions, eh bien vous pouvez le faire avec une voiture, vous pouvez le faire avec un bien immobilier. Par contre, il faut passer par une valorisation pour être sûr que vous n'exagérez pas sur le prix comptable que l'on va mettre évidemment dans les comptes de la société. Donc là, il faut garder un rapport assez correct avec le prix de marché réel de votre actif et la transition que vous faites dans la société. Maintenant, comme je vous ai dit, vous pouvez l'apporter. Donc, c'est-à-dire que votre actif est donné à la société et que vous retrouvez sa valeur dans vos actions, vous pouvez le vendre. Et donc là, le vendre, ça passe par un acte notarié, une mutation de propriété. Et donc, si vous n'êtes pas propriétaire au départ par un pourcentage dans la société de ce bien, vous allez subir, comme un tiers normal, les 12,5% de droits d'enregistrement.
Donc ça, c'est important. Donc aujourd'hui, répondre à votre question, quelles sont les meilleures solutions? Je dirais que ça dépend de nouveau un peu de votre situation, de ce que vous voulez en faire. Maintenant, les droits d'enregistrement qui seront payés par la société peuvent être financés quelque part si vous avez des garanties suffisantes pour pouvoir exercer l'opération. Donc voilà, la réponse n'est pas définitive. Il y a plusieurs moyens de l'opérer. Évidemment, si vous apportez le bien et que vous mettez ça dans les actions, ben vous n'aurez pas le cash en privé pour faire autre chose. Donc là, il y a aussi un point négatif à prendre en compte. C'est plus intéressant, enfin pour ma part en tout cas, de le revendre, de mettre un prix sur ce bien, de le revendre à la société et ensuite de faire une autre opération en privé ou de faire une donation avec le cash que vous aurez ressorti de cette opération. Alors j'ai une question pour savoir s'il y a moyen de voir la présentation en offline. Ben, voilà, comme je vous ai dit, le lien vous sera envoyé vers la conférence enregistrée, donc vous pourrez la revoir. J'ai une question. Vu les exigences toujours plus strictes des banques et l'inflation des prix du marché, est-il possible pour un jeune sortant des études d'investir dans l'immobilier en physique ou en société? Objectivement, quel montant de fonds propres faut-il? Que conseillez-vous comme bien pour commencer? Alors, c'est une question qu'on retrouve souvent, évidemment, chez des jeunes qui veulent se lancer. Alors, franchement, il n'y a pas de solution miracle aujourd'hui. Pour la société, si vous n'avez pas une exploitation qui sera localisée dans la société, ça sert pas à grand chose de créer une société, une structure de société pour faire votre premier investissement. D'autant plus que les conditions d'apport de fonds ne seront pas différentes que en privé. Donc, il vaut mieux envisager ce premier investissement en privé. Maintenant, les fonds propres, comme je vous ai fait l'exemple tout à l'heure, ils vont dépendre du type de bien que vous achetez. Est-ce que c'est du neuf? Est-ce que c'est de l'existant? L'avantage du neuf, c'est que la banque va prendre en considération le prix TVA comprise. Donc, on pense toujours que le prix du neuf en TVA est perdu, mais non. Au niveau bancaire, si vous achetez un bien à 320 000 euros de TTC, elle va peut-être le valoriser 305 000 en fonction du calcul et du prix de la TVA. Donc ça, c'est un avantage aujourd'hui au niveau des banques. Mais néanmoins, vous devrez toujours apporter des fonds propres. N'oubliez pas que si c'est votre premier bien, vous aurez aussi un problème au niveau du dossier bancaire, puisque vous serez limité à la quotité de 80%, alors que sur un premier bien que vous achetez pour y habiter, vous pouvez monter jusqu'à 90 ou 100% de quotité dans votre emprunt. Donc il vaut peut-être mieux se dire qu'on achète un bien pour y vivre tout de suite, quitte à le louer plus tard, plutôt que de dire je n'ai rien et je loue et j'achète un premier bien d'investissement. Donc ça, c'est une réflexion personnelle. Maintenant, réellement, les situations vont changer du tout au tout si derrière on a des parents qui peuvent apporter soit un peu de cash, soit un bien complémentaire dans la garantie. Et alors là, on peut effectivement trouver des solutions intéressantes. Alors j'ai une autre question. À quel niveau de remboursement un bien peut être mis en garantie pour basculer vers un suivant? Alors ça, de nouveau, c'est pas une question à laquelle on peut répondre de manière stricte. Ça dépendra de la valorisation de votre bien existant. Donc, première chose, l'expertise qu'on va pouvoir retirer de ce bien. Et ensuite, de ce que vous achetez. Et là, je reviens sur ma présentation de tout à l'heure. Si vous achetez un bien neuf ou un bien existant, les nécessités en fonds propres ne seront pas les mêmes. Et même si vous avez déjà un bien existant valorisé, eh bien, ça va jouer dans la garantie totale. Parce que on peut utiliser un bien déjà en partie payé, mais on va rester dans un calcul global de quotité bancaire qui doit être respecté. Donc vous avez un bien avec un endettement, vous achetez un nouveau bien et vous mettez peu ou pas de fonds propres. Ce qui va être important au niveau de la banque, c'est les deux biens que vous mettez en garantie, est-ce qu'ils vous octroient la quotité nécessaire pour pouvoir avoir cet endettement au niveau de la banque. Et donc là, il n'y a pas de réponse, comme je vous disais, définitive. Ça dépend réellement de la valeur que l'on peut identifier sur votre bien, de ce que vous achetez, de la mise de fonds propres éventuelle. Voilà. Mais ça, je vous conseille peut-être d'avoir un petit rendez-vous ensemble pour pouvoir déjà, en tout cas, faire des petites suppositions par rapport à la situation de votre bien. Alors, je reprends d'autres questions. Ok. Quel est votre avis sur un investissement près de Namur? Merci d'avance. Donc là, je l'ai dit, aujourd'hui, vous l'avez vu dans les statistiques, la région de Namur est une région intéressante parce qu'elle a déjà beaucoup monté de prix. Maintenant, Namur, c'est large. Donc, je vais dire,
Ici, par exemple, on a un projet à Marchand-Famenne qui est terminé et qui est toujours dans la région namuroise et qui fonctionne très bien en location et en vente. Donc la région de Namur, c'est pas juste Namur Centre. Donc on peut trouver des opportunités là où les prix ne sont pas encore trop montés. Maintenant, sur la région de Namur Centre, aujourd'hui, si j'avais un avis à donner, c'est que les prix sont déjà fort montés et les loyers, même si ils ont suivi pendant un moment, objectivement, on ne se retrouve pas non plus dans la région namuroise avec des loyers qui sont comparables à certaines communes de Bruxelles, alors que les prix commencent en plein centre de Namur ou dans les endroits un peu recherchés à atteindre des prix qui sont proches de la région bruxelloise pour les belles communes. Donc là, je dirais qu'aujourd'hui, ça dépend vraiment au cas par cas du type de projet que l'on va considérer. Mais dans son grand axe, la région namuroise reste une région qui se comporte bien au niveau immobilier. Alors j'ai une autre question. Lorsque j'arrêterai mon activité professionnelle proche de la retraite et que la majorité de mes revenus proviendra de mes anciennes acquisitions immobilières, en partie remboursées, est-ce que l'on risque une requalification relative à la fiscalité? Alors non, parce que là, on est bien dans un cas concret où vous pouvez prouver que votre patrimoine immobilier est un patrimoine en bon père de famille que vous avez généré soit par héritage, soit par le fruit de votre travail et d'acquisition qui sont aujourd'hui remboursés. Alors, peut-être que le conseil, ce serait aussi petit à petit de retransformer ces biens en biens plus récents avec un gestionnaire immobilier qui s'occupera de ces biens pour pouvoir réellement être safe au niveau de cet aspect professionnel. Puisque si vous pouvez prouver qu'un professionnel s'occupe de vos biens, comment est-ce qu'on peut avoir l'administration fiscale qui vous taxe alors à ce moment-là de professionnel de l'immobilier? Ce sera un peu compliqué. Donc, de nouveau, un cas n'est pas l'autre. Aujourd'hui, l'administration fiscale a toujours maintenu un flou artistique au niveau de cette requalification. C'est pour ça qu'on n'a pas un nombre de biens concrets en portefeuille qui donne lieu à un contrôle fiscal ou qui donne lieu à une requalification. Tout dépend des situations, mais si je vous écoute en tout cas par rapport à votre situation, c'est que vous avez créé ce patrimoine immobilier de votre activité professionnelle et vous en bénéficiez aujourd'hui pour votre retraite, ce qui est quand même le but aussi de ces investissements. Donc pour moi, vous ne risquez rien. La seule chose que vous pourriez considérer, c'est votre capacité, votre potentiel à aller chercher peut-être plus de revenus avec ce patrimoine immobilier existant, ou votre capacité à le retransformer, comme je vous disais, en bien plus récent pour éviter les soucis, les tracas à plus long terme en termes de frais dans ces biens qui ont peut-être une certaine vie déjà derrière eux. Alors j'avais une question, mais la personne est partie apparemment. Qu'en est-il exactement sur l'expertise du bien immobilier indispensable pour obtenir le crédit? Alors aujourd'hui, c'est une obligation que les banques vont demander de plus en plus. Donc si vous achetez un bien existant, d'office, l'expertise sera nécessaire. Il reste une exception par rapport aux biens neufs, puisque les biens sont sur plan et la valeur est généralement agréée par la banque directement. Donc elle est agréée à son prix compromis, plus la TVA, comme je le disais tout à l'heure. Maintenant, si vous mettez en garantie un bien complémentaire pour pouvoir réaliser une opération immobilière, sur le bien qui est mis en garantie et qui est existant, vous ne pourrez pas passer à côté d'une expertise immobilière. Alors, je prends les autres questions. Voilà, j'ai des remerciements, merci. Rentabilité locative. Quid des frais propriétaires dans votre calcul de rentabilité? C'est une bonne question. Je les considère déjà inclus en fait dans les 2 mois que je retire du calcul ici. Parce que dans un bien, de nouveau, qui est neuf, qui est bien positionné et qui est bien pensé aussi, aujourd'hui, dans notre expertise, ce que l'on remarque sur les projets qui sont en cours de location, c'est que par exemple, sur une chambre, vous avez 65 € en moyenne ou 70 € qui est demandé au locataire comme participation aux charges de copropriété et 90 à 100 € pour le propriétaire d'un 2 chambres. Alors que les frais de copropriété qui sont demandés par le syndic sont plus ou moins égaux, voire peut-être supérieurs de 10-15 € à ce montant qui est demandé au locataire. Donc, en réalité, les frais de copropriété vraiment à charge du propriétaire, dans l'expérience que l'on a aujourd'hui des projets qui sont en gestion, et je vous rappelle qu'on a plus de 1050 biens en gestion aujourd'hui dans tout le pays, donc ces frais de copropriété sont quasiment inexistants pour le propriétaire. C'est pour ça qu'on fait
on va dire un package où on retire 2 mois de loyer par an en comptant le précompte qui est un peu moins d'un mois de loyer, la gestion locative qui est un mois de loyer, et donc la différence sur les frais de copropriété, c'est les petits euros dont je viens de parler, qui sont en contribution directe du propriétaire par rapport à ce que le locataire a dans son contrat de location. Et donc ça c'est un fait et c'est vérifié. Voilà, si vous avez une chambre, les frais de copropriété mensuels déterminés par le syndic seront peut-être de 75 euros et ce qui est demandé au locataire c'est 65. Donc voilà, ça fait 120 euros sur une année. Une autre question. Proposez-vous également des bureaux neufs? Comme ça, on récupère la TVA si on remet à disposition ces bureaux avec service. Effectivement. Alors, on ne propose pas, sauf cas rares où on a des projets avec bureaux en rez-de-chaussée. De base, on ne les sélectionne pas, nous, dans notre offre pour nos clients. Parce qu'on reste sur, vous l'avez compris, beaucoup des investissements classiques avec un locataire qui va habiter dans le bien. Les aspects société, les aspects location professionnelle sont plus complexes à gérer et peuvent être plus rentables, c'est sûr, en termes de revenus directs, mais causer plus de problèmes de vie locatif, etc. Donc de base, on ne se positionne pas de manière stricto sensu là-dessus. Mais il peut arriver qu'on ait des opportunités, on l'a déjà réalisé avec des clients qui cherchaient à utiliser des fonds en société. Donc là, je reviens sur mon thème d'aujourd'hui, de ce soir. Donc, on avait des clients qui, en société, avaient des besoins d'investissement avec du cash dormant. Et donc là, on a fait des propositions par rapport aux projets que l'on avait en stock qui étaient munis d'un rez-de-chaussée. Avec, évidemment, là, on s'enquiert de savoir quel sera le locataire, quel sera le type de locataire professionnel. Mais des bureaux comme vous présentez ici, non, ça, on ne fait pas. Le risque aussi au niveau location plus tard de vide locatif ou de faillite de l'entreprise quand ce sont purement des bureaux sur des petites surfaces est beaucoup plus important. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le marché immobilier de bureaux de manière générale souffre parce qu'il y a des grands fonds immobiliers qui ont créé des espaces de bureaux qui sont tentaculaires. Aujourd'hui, on voit plutôt une tendance inverse avec le Covid et un retour au télétravail. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est vraiment un type d'actif immobilier qui est devenu encore plus risqué qu'avant. Ok. Je suis très intéressé à vous rencontrer. Question pour une donation. Est-il plus intéressant fiscalement de donner la nue propriété d'un bien ou bien de la vendre et de la donner cash? Tout dépend de la valeur du bien et tout dépend de ce que vous envisagez comme objectif. Donner la nue propriété jusqu'à 150 000 euros de valeur, ça coûte 3% aujourd'hui. Ça, c'est une des évolutions récentes. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça reste minime comme coût par rapport à une donation qui est certaine. Donner le cash, vous pouvez toujours l'envisager de manière, on va dire, main à la main. Mais là, vous avez un délai dans lequel vous devez survivre, sinon c'est ramené dans la masse successorale, ou vous pouvez l'enregistrer chez le notaire, et donc là ça coûte 3,3%, donc on va pas chipoter pour les 0,3%, donc in fine, ça revient au même que de donner 150 000 euros de nue propriété si on se limite à cette valeur de 150 000 euros. Si maintenant on dépasse la valeur de 150 000 euros, on monte dans les taux et dans les tranches. Donc là, la différence commence à se creuser. Donc je dirais que vraiment, votre question, pour une réponse correcte à votre question, il faut vraiment avoir le cas pratique du bien et il faut simplement avoir les valeurs en face de soi pour savoir quel est le plus intéressant à faire. Bonsoir, je souhaite acheter un appartement pour ma fille et le mettre à son nom. Est-il possible de bénéficier de l'abattement pour son premier achat en sachant que je finance 75% du projet? Je ne sais pas vous répondre en particulier, je pense que non. Ou alors l'avantage fiscal d'abattement, que je rappelle, qui est disponible sur Bruxelles, donc de droit d'enregistrement sur une première quote-part d'achat. Alors je pense que c'est peut-être proratisé en fonction de la quote-part d'achat qu'elle a dans le bien. Mais si vous financez 75% du projet, ça m'étonnerait qu'elle ait encore un réel avantage important à réaliser l'opération. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est l'aider d'une autre façon. Donc si elle a les revenus pour pouvoir supporter une mensualité de crédit, on peut réfléchir plutôt à ce que vous mettiez moins d'argent dans le projet, peut-être que vous preniez 10 ou 15%, qu'elle bénéficie d'un plus gros avantage, ou qu'elle garde l'avantage total, et que derrière, vous rentriez dans le crédit hypothécaire
pour pouvoir apporter vos revenus aussi dans le calcul de rapport charge-revenu et donc trouver une solution. Donc je dirais qu'aujourd'hui, ne connaissant pas la situation, c'est difficile d'apporter une réponse claire. En tout cas, par contre, oui, si vous financez 75%, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas financer un bien, donc vous n'êtes pas propriétaire. Donc, vous devez aussi déterminer la part d'acquisition dans le bien. Et vous ne pouvez pas financer 75% du bien si vous n'achetez pas la partie correspondante dans le bien. Donc au final, je pense que dans ces valeurs-là, c'est pas une bonne idée, en tout cas pour aider votre fille, et que ça nécessiterait un peu plus de réflexion. Merci beaucoup. Rentabilité locative, quid des frais propriétaires dans votre calcul de rentabilité? Ça, on l'a déjà fait, pardon. Vos projets peuvent-ils présenter un intérêt pour quelqu'un qui voudrait l'habiter personnellement? Alors oui, bien sûr. C'est pas parce qu'on les présente à des investisseurs que forcément il n'y a aucun intérêt à habiter dedans. On a ponctuellement des clients qui nous contactent sur les projets que nous sélectionnons pour pouvoir réaliser un achat d'habitation. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de différence. Il y a juste une façon de considérer le financement et l'aspect patrimonial de manière un peu différente. Voilà. Et j'ai quelques exemples concrets dernièrement où on a très bien organisé ça et au final même, on a pu réaliser l'acquisition d'un client dans un appartement pour aller y vivre en lui permettant de garder sa maison et de la mettre en location à son neveu. Donc voilà, c'est une réflexion que je mets sur la table. Tout dépend de l'analyse que l'on peut faire de votre situation, mais vous pourriez tout à fait, bien sûr, venir habiter dans un des biens que nous proposons. Charge à nous alors de travailler sur une solution qui vous permettrait patrimonialement et financièrement de vous en sortir au mieux. Alors j'ai une question, quel est votre avis sur la région de Charleroi, marché locataire et prix d'acquisition très faible? Alors très honnêtement, je sais bien qu'il ne faut pas faire un amalgame, mais on a visité, on a analysé un gros projet sur Charleroi, on n'est pas plus chaud que ça pour l'instant à se positionner sur cette région. On pense qu'il y a certainement des quartiers, des coins qui peuvent être intéressants, mais là les prix sont déjà fort montés. On a fait une analyse de tout le marché Carolo, en tout cas centre-ville. Donc aujourd'hui, moi je reste encore dubitatif très honnêtement. Oui, les prix d'acquisition sont faibles, mais la qualité locative, c'est-à-dire la qualité du locataire qui va venir habiter dans votre bien est faible aussi. Et nous, ce qu'on veut éviter à tout prix, ce sont les problèmes locatifs, les problèmes de gestion avec le locataire et in fine les problèmes avec le propriétaire qui est un investisseur. Donc voilà. Sauf si on a d'autres projets analysés qui nous font changer d'avis. Mais en tout cas, pour l'instant, on reste très prudent par rapport à cette région, en estimant qu'il n'y a pas encore assez d'éléments concrets d'entreprise, de développement, de croissance qui nous permettent de croire que la population va changer très vite et revenir de manière qualitative habiter dans les environs de Charleroi. Alors c'est une position assez tranchée, mais il faut pas oublier que la population locative évolue beaucoup moins vite que la qualité du marché immobilier. Donc il y a toujours une évolution d'abord de la qualité des biens et de la qualité des projets immobiliers proposés avant que la population réellement change. Donc il y a un temps d'adaptation plus long et nous, ce que l'on veut à l'heure actuelle, c'est ne faire prendre aucun risque à nos clients par rapport à ça. Quid d'investissement à l'étranger et de son financement? Ben là, la question, elle est simple. Si vous voulez financer un bien à l'étranger et que vous voulez passer par un système de crédit type Bullet comme j'ai présenté ou un système de crédit dans une banque belge, c'est tout simple. Vous ne pouvez pas mettre en garantie le bien acheté à l'étranger. Donc ça suppose une mise de cash importante ou un bien immobilier mis en garantie ici en Belgique. C'est vraiment important, c'est vraiment primordial. Parce que sinon, la seule solution, c'est de faire le crédit dans le pays dans lequel vous voulez acheter. Et là, vous n'aurez pas beaucoup de solutions en fonction des pays. Et même les solutions, souvent, pour l'avoir expérimenté chez des clients, par exemple en Espagne, vous avez une mise de fonds propres qui vous est demandée par la banque espagnole qui est importante, plus ou moins 40 ou 50% du montant de l'achat, et vos conditions de taux et de crédit sont beaucoup moins intéressantes aussi que ce qu'on pourrait obtenir en Belgique. Voilà une dernière question. Que penser des biens tels que chambre d'hôtel avec rendement garanti?
Écoutez, nous, on a eu des biens et on en a encore des projets d'investissement qui s'apparentent à ce type de biens, donc avec un rendement garanti. Pour moi, ce qui est important, c'est le contrat qu'il y a derrière, la sécurité et la sécurité d'exploitation. Parce que un hôtel aujourd'hui, très honnêtement, avec le Covid et avec le secteur qui a beaucoup souffert, un hôtel pur et simple, je resterai quand même très très prudent. Par contre, dans les maisons de repos et de soins, comme j'en ai parlé tout à l'heure, ben là on a une garantie d'État, on a des subsides quand l'exploitation est agréée par l'INAMI, et donc on a toute une forme de sécurité et de, je dirais, oui, de demande structurelle. On sait que la population vieillit, on sait que ce sont des biens qui sont de plus en plus demandés et qu'il y a des listes d'attente pour les biens de qualité, attention. Donc, je dirais qu'il y a plus de sécurité par rapport à la garantie du loyer à long terme dans ce type d'investissement, donc maison de repos avec un subside qui vient de l'État et avec une notion médicale, avec voilà toute une série de choses qui garantissent l'exploitation professionnelle, là où dans des hôtels, ce sont purement des groupes privés et que la réussite ou pas d'un investissement de ce type peut dépendre de beaucoup de choses. Proposez-vous des garages? Une dernière question, plus accessible pour les jeunes, pour le coup, oui, c'est vrai. Non, ça, nous ne sélectionnons jamais. Vous avez toujours des garages qui accompagnent les appartements et qui sont des unités qui viennent compléter un investissement, mais des parcs de garages ou de parking, ça, on n'en a jamais. Et voilà, c'est un choix aussi. Et puis, il faut se dire que au niveau du marché, ce sont des choses qui sont de plus en plus compliquées à trouver puisque de plus en plus les communes obligent aujourd'hui sur de nouvelles constructions ou sur des nouveaux projets immobiliers d'avoir un nombre de garages suffisant par rapport aux capacités d'habitation. Là où on a trouvé des parcs de garages dans le temps parce que tout simplement on construisait à rue, on n'avait pas de parking souterrain et les seules places de parking disponibles étaient à rue et donc cette notion de garage était importante à l'époque, ça tend à disparaître. Voilà, ça fait presque, ouais, ça fait une bonne heure 40 que nous sommes en ligne. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais vous remercier pour votre attention ce soir. Je vais vous rappeler donc une dernière fois que certaines collaboratrices vont vous appeler ou vous demander un rendez-vous. N'hésitez pas à répondre à leurs demandes favorablement et à demander un premier entretien en Teams pour pouvoir faire l'état de votre situation. Je vous remercie encore une fois donc pour l'attention et pour les messages positifs que j'ai reçus dans le chat. Et je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.